Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Bientôt l'heure des réveillons, n'est-ce pas? Je sais que certains d'entre vous sont déjà en train de commencer à préparer le menu, à organiser les tables. Alors qu'est-ce que vous allez servir? Une pyramide d'oiseaux sauvages, comme le recommandait Maître Chicard, qui était cuisinier du duc de Savoie, Amédée VIII, ou bien une dinde au marron? C'est plus classique et c'était déjà servi à la table de Louis XIV. Quant à Napoléon, j'ai eu l'occasion de vous en parler, il préférait le boudin blanc et les saucisses arrosées de chambertin, bien entendu, c'était son vin préféré. Bon, je sens que vos fourneaux sont déjà prêts. Ils vont bientôt s'allumer, effervescence en cuisine. C'est l'occasion, si vous le voulez bien, de nous replonger, grâce à ce nouveau numéro d'Historia qui est en kiosque et qui est consacré à 1000 ans de cuisine française à la table des grands chefs, de nous replonger dans l'histoire de cette gastronomie qui fait tant d'envieux à travers le monde. Un moment où l'on est passé des fastes des banquets aristocratiques aux élégances peut-être plus mesurées des repas bourgeois. Le terme de mesure n'est d'ailleurs peut-être pas le plus choisi pour tout vous dire. Un moment qui a bousculé nos habitudes, qui a transformé les plats, les assiettes, redéfini ce que bien manger voulait dire. Alors il y a toute la question du service, bien sûr, et c'est vrai que tranquillement, entre le milieu du XVIIe et le milieu du XIXe siècle, pendant ce gros siècle et demi où tout a basculé, on est passé d'un service à la française, c'est-à-dire toutes sortes de petites assiettes présentées ensemble et dans lesquelles on se servait à l'envi, et il y avait plusieurs services de ces assiettes, en fonction du rang social, à un service qu'on appelle à la russe, c'est-à-dire ce sont les maîtres d'hôtel qui viennent vous apporter les plats et dans lesquels vous vous servez. Donc il y a un ordonnancement beaucoup plus clair du repas. On va revenir à tout ça, mais nous allons, si vous le voulez bien, entrer peu dans la salle à manger aujourd'hui et rester le plus possible dans la cuisine. Il y a eu un temps où la gastronomie, c'était le domaine exclusif des princes et des grands seigneurs. Oh, c'était une cuisine spectaculaire. On imagine les pans farcis avec toutes les grandes plumes, on imagine tout ça était très beau à voir, un peu extravagant. Et puis petit à petit, on a développé les saveurs au détriment des présentations, si je puis dire, un peu moins d'excès, un peu plus de rigueur. La démesure n'était plus de mise, mais le raffinement l'est devenu. Ce passage de la cuisine aristocratique à la cuisine bourgeoise n'est pas une chose anodine, c'est une révolution dans la révolution, si j'ose l'expression. Alors, si vous voulez bien, nous allons lever le couvercle sur une des plus grandes mutations de notre histoire quotidienne. Franck Ferrand sur Radio Classique. Cette histoire, elle peut commencer au XVIIe siècle, en 1651, Lavarenne, il s'appelait François Pierre, sieur de Lavarenne, publie un traité de recettes dont vous avez forcément entendu parler un jour ou l'autre. C'est le cuisinier François, le cuisinier français, si vous voulez, le premier livre de cuisine jamais publié en France. En tout cas, il y en avait eu, mais de manière beaucoup plus sporadique. Lavarenne est écuyer de cuisine, ce qui veut dire qu'il est chef des cuisines dans un bel hôtel de la noblesse, chez le marquis d'Ussel en l'occurrence, qu'il sert depuis les années 1640. Et son livre de cuisine est à l'origine de la première controverse de notre histoire gastronomique. Comment diable un cuisinier qui n'hésite pas à parler à la première personne peut-il prétendre statuer du bon goût qui normalement devrait appartenir à son commanditaire, à son maître, n'est-ce pas? Des théories avancées par Lavarenne qui seront l'objet de railleries par Molière. Vous vous rappelez peut-être la critique de l'école des femmes où Molière se moque de Lavarenne. Ce que ce maître Queux, dans son cuisinier français, nous offre, c'est rien moins que le premier témoignage d'une nouvelle cuisine en cours d'élaboration dans ce grand siècle. Une cuisine marquée par la réduction de la gamme, la réduction de la quantité d'épices qui, alors à l'époque médiévale et même encore renaissante, étaient utilisées d'une manière immodérée. On arrive au bouquet garni maintenant, à la réduction de l'usage de l'acidité. C'est le beurre qui fait son apparition dans les cuisines. On sépare le salé du sucré, alors que jusqu'alors on mélangeait les deux, un peu comme dans la cuisine chinoise, si vous voulez. Rapidement, le cuisinier français remporte un très grand succès. Et quand je dis un grand succès, pas seulement en France. Les libraires hollandais, par exemple, vont en imprimer des exemplaires clandestins dès le milieu du XVIIe, dès 1654.
En 53, on l'a traduit en langue anglaise. En 64, il y a une version abrégée en suédois. Vous voyez un peu l'importance de cette cuisine française qui se met à rayonner sur l'Europe. Et puis, disons-le, c'est aussi le renouveau de la production des traités culinaires qui vont participer à une codification de la cuisine. On se met peu à peu, c'est encore un petit peu tôt le milieu du XVIIe, mais on va se mettre à comprendre que la cuisine est une affaire de chimie, que les réductions ne doivent pas être faites par hasard, que les alliances d'un certain nombre de produits peuvent créer des goûts qui n'étaient même pas dans le produit original. Tout ça, ce sont des découvertes qu'on est en train de faire, tout simplement parce qu'on s'intéresse de beaucoup plus près à la saveur des choses. C'est sous la pression conjointe des médecins et des princes que l'on va peu à peu se raffiner de cette manière. On cherche à accorder les aliments aux saisons, à l'âge, au sexe, à la santé, au tempérament des convives. Pour la Varenne, l'art culinaire, je cite, est une diététique pratique qui a pour but de conserver et maintenir la santé en bon état. Vous voyez cette dimension quasi diététique, oui, et hygiénique d'une cuisine qui jusqu'alors ne s'était pas embarrassée de ce genre de considération, ou beaucoup moins en tout cas. En 1674, c'est un auteur que nous n'avons pas identifié et qui nous dit « Les pyramides de viande, les brouets trop épicés, les bouillies épaisses ne sont plus de notre goût ». C'est amusant d'entendre ça sous le règne de Louis XIV. Et pour Nicolas de Bonnefond, il faut revenir aux saveurs authentiques des aliments. Que le potage au chou sente entièrement le chou, le potage au poireau, le poireau, le potage au navet, le navet. Et ce que je dis des potages, j'entends qu'ils servent de loi pour tout ce qui se mange. Ah, alors ça vous paraît tellement évident quand on le dit, mais dites-vous que pour nos ancêtres, l'idée que chaque aliment ait un goût spécifique et qu'on retrouve ce goût après cuisson, assaisonnement et mijotage, c'était une véritable révolution du goût. Vous écoutez Radio Classique. Alors, dès le milieu du XVIIe, donc, on simplifie la cuisine, on la raffine et surtout, on la spécifie, vous avez bien compris. En 1691, c'est un cuisinier qui s'appelle François Massialo qui, pour la première fois, va distinguer deux groupes sociaux, la noblesse et la bourgeoisie, dans l'intitulé de son ouvrage. Je cite le livre, le titre, c'est « Le cuisinier royal et bourgeois qui apprend à ordonner toutes sortes de repas et la meilleure manière des ragoûts les plus à la mode et les plus exquis. » Et avec ce traité de cuisine, il s'adresse non plus seulement à toutes ces brigades qui, dans les beaux châteaux, préparent les buffets de la haute société, mais tout simplement au bon bourgeois qui veut mieux manger. C'est ce qui est assez le cuisinier royal et bourgeois, vous voyez. Alors qu'il travaille pour les plus grands, lui, bien sûr, mais il explique que son livre peut être utile aux maisons bourgeoises où l'on est réduit à s'en tenir à peu de choses, dit-il, mais où des occasions de grands repas peuvent néanmoins se présenter pour les fêtes, etc. En 1735, 80 ans après le cuisinier François de Monsieur Lavarenne, est publié donc le cuisinier moderne de Vincent Lachapelle, qui travaille, lui, pour le prince d'Orange-Nassau, pour Guillaume IV. Et dans ce manuel, on proclame la nécessité de s'adapter aux nouveaux usages. La table d'un grand seigneur, nous dit Lachapelle, servie à présent de la même manière qu'il y a 20 ans, ne satisferait point les conviés. Et oui, tout ça change, tout ça évolue. La mode culinaire est en train de se renouveler. Les contemporains ont bien conscience de ce qui est à l'œuvre, de cette révolution en cours. Le siècle des Lumières sera un véritable laboratoire d'expérimentation et de création, y compris en gastronomie. On connaît le cas du cuisinier de Louis XV, Lazur, qui dans les petits cabinets préparait de véritables expériences culino-chimiques. Je cite Patrick Rambourg dans ce nouveau numéro d'Historia dont le grand dossier est consacré à la gastronomie. Numéro de fête. De nouvelles règles sont ainsi mises en place pour contenter les différents goûts de l'époque, nous dit Patrick Rambourg. Un vent de modernité souffle sur les arts culinaires. La nouveauté est à l'honneur et l'on en vient bientôt à parler d'une nouvelle cuisine, considérée comme plus simple, plus légère, laquelle fait débat chez les cuisiniers et les érudits des Lumières. Le culinaire devient en effet un sujet de discussion, de réflexion même. D'une certaine façon, on assiste à un début de simplification de la cuisine de cour qui servira de base à une cuisine bourgeoise en construction. Cette nouvelle cuisine qui va déclencher une
querelle, puisque la querelle, elle est suscitée par la préface que deux jésuites qui s'appellent Pierre Brumois et Guillaume Hyacinthe Bougeant vont rédiger pour les dons de Comus ou les désirs, ou les délices de la table. C'est un traité de cuisine du maître d'hôtel François Marin qui paraît sous le règne de Louis XV en 1739. Et dans cette querelle, on trouve d'un côté les défenseurs de cette espèce de nouvelle cuisine de l'époque, qui veut exalter le raffinement du palais, et de l'autre, des gens plus traditionnels qui prônent l'utilisation d'aliments simples et non transformés. Transformation, non-transformation, ça c'est le deuxième grand débat en quelque sorte. Alors, les modernes sont défendus par nos deux jésuites, là qui célèbrent une nouvelle cuisine plus précise et raffinée, procédant par fusion et non par addition, et qui promet l'usage de consommés pour élaborer des sauces. La cuisine moderne est une espèce de chimie, disent-ils. Voilà, le mot est prononcé, vous voyez. La science du cuisinier consiste aujourd'hui à décomposer, à faire digérer, à quintessencier des viandes, à tirer des sucs nourrissants et légers, à les mêler et les confondre ensemble de façon que rien ne domine et que tout se fasse sentir. Alors tout le monde n'est pas d'accord. Voltaire se range du côté des conservateurs, si je puis dire. « Je ne puis manger, écrivait-il, un haché composé de dinde, de lièvre et de lapin qu'on veut me faire prendre pour une seule viande. Je trouve fort étrange les gens qui ne savent pas même manger ce qu'ils mangent, qui ne savent pas même, ce qu'ils mangent. » Voltaire voulait savoir s'il mangeait du lapin ou de la dinde. Pour lui, ce n'était pas la même chose. Alors, à travers toutes ces innovations gastronomiques, ce qui est important, évidemment, c'est la montée en puissance de cette nouvelle classe bourgeoise. La petite et moyenne bourgeoisie, certes, mais aussi cette grande bourgeoisie qui est en train de supplanter l'aristocratie jusqu'au-dessus des fourneaux. Avec, évidemment, de nouvelles mœurs qui sont en train de se mettre en place. En 1746, le premier livre entièrement consacré à la cuisine bourgeoise, ça s'appelle La cuisinière bourgeoise de Joseph Menon. Ce premier livre, 1746, n'y va pas par quatre chemins. Il assume pleinement une dimension beaucoup plus simple de l'art de la cuisine qui, dit-il, n'est pas destinée uniquement à l'opulence des banquets princiers. Il faut savoir bien manger chez les commerçants, les artisans, les épiciers, les drapiers. J'avais eu l'occasion, je me rappelle qu'on avait parlé de l'affaire Calas à ce micro, et en lisant les minutes du procès, j'étais tombé sur le repas qu'on avait servi en semaine chez ce simple marchand drapier de Toulouse, et on se rendait compte que c'était très, très raffiné, des cailles farcies avec une réduction de cresson, etc. Enfin, on ne mangeait pas n'importe comment dans la bonne bourgeoisie de l'époque. Tout en s'ouvrant d'ailleurs à ce nouveau milieu, la cuisine est en train de devenir un véritable fait de civilisation. C'est Arthur Young, l'agronome britannique, qui affirme que tout homme qui peut s'offrir une grande table prend soit un cuisinier français, soit un cuisinier qui a été formé à l'école française. Autant vous dire que nous sommes déjà à l'époque à la pointe de cette discipline tellement extraordinaire. Les livres de cuisine vont témoigner de cette révolution bourgeoise, donc une bourgeoisie qui a assimilé un certain nombre des principes de la société de cour, alors que la cour elle-même a eu tendance, et c'est tout le phénomène des petits cabinets du roi Louis XV dont je vous parlais tout à l'heure, à s'embourgeoiser de son côté. La cuisine bourgeoise de Menon sera rééditée pendant un siècle, c'est quand même le signe qu'elle est devenue un phénomène de société, cuisine vouée à un bel avenir et confortée par l'apparition dans les années 1760 d'une institution toute nouvelle et dont nous allons maintenant pousser la porte, l'institution des restaurants. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc, milieu des années 60, naissance de cette nouvelle institution, de ce nouveau restaurant qui propose des plats qui contribuent à préserver la santé du client. Il faut bien comprendre la différence entre les traiteurs qui vous proposaient les plats du jour, vous vous attabliez et en fonction de ce qu'on vous proposait, vous payiez la note, et puis le restaurant qui propose lui toujours les mêmes plats à prix fixe. Ça va tout changer. C'est une révolution considérable qui va surtout s'installer pendant la Révolution. Voici ce que nous en dit Patrick Rambourg dans Historia donc. Le mot restaurant désigne à l'origine une recette de bouillon qui a, je cite, la vertu de réparer les forces perdues d'un malade ou d'un homme fatigué, d'où le nom de restaurant, ça restaure. Outre le bouillon,
Toujours maintenu au chaud au bain-marie, le consommateur peut déguster des mets plus consistants, chapon au gros sel, crème de riz et de gruau de Bretagne, compote, confiture fine, etc. et boire de l'eau de la fontaine du roi, des vins vieux et naturels de Bourgogne, du Chablis et des vins d'Alicante et de Malaga. Il peut venir à toute heure, manger dans une vaisselle de faïence blanche ornée d'un réseau d'or, sur de petites tables de marbre éclairées à la chandelle. Les lieux sont élégants, ne blessent pas la délicatesse de la clientèle féminine. La formule rencontre un grand succès, et un succès qui ira croissant avec le temps, bien sûr. C'est un tournant, bien sûr, au Palais Royal, le lieu à la mode de l'époque. Vous savez, c'est là que tout se fait, c'est là que se font les modes. Les galeries de Montpensier, de Beaujolais, de Valois, qui ont été construites par Victor Louis, l'architecte du Grand Théâtre de Bordeaux et du Théâtre Français à Paris, et qui sont sous l'égide, bien sûr, de la famille d'Orléans dans ces années 1780. Les restaurants se mettent à fleurir, et avec des tables qui sont ouvertes jusqu'à une heure avancée de la nuit. C'est un moyen aussi, ça remplace, sinon, je dis ça remplace, ça complète ce qu'on vivait dans les cafés à l'époque, bien sûr, avec un grand succès. En 1788, le tableau du nouveau Palais Royal décrit des salles vastes, je cite, et garnies de tables couvertes de toiles cirées vertes, ce qui donne un air de propreté que la toile ne peut conserver longtemps. On entre, on choisit la table qu'on veut, aussitôt le garçon vous apporte une feuille de papier encadrée sur laquelle vous trouvez tout ce qui peut flatter votre goût. Les prix sont au bout de chaque article, de manière que vous pouvez être sûr de votre dépense. Il faut être bien vêtu pour avoir entré chez un restaurateur, ce qui fait croire que toute la salle est bien composée, nous dit la chronique. Mais voyez la chose essentielle dans cette affaire, ce sont des prix fixes. Ça change complètement. Avant, vous alliez chez le traiteur et vous ne saviez pas du tout ce qui vous attendait. Le restaurant va être perçu comme une révolution de la Révolution. En septembre 1767, Diderot écrit dans une lettre adressée à Sophie Volant, comme souvent: « Si j'ai pris du goût pour le restaurateur, mais vraiment oui, un goût infini, on y sert bien, un peu chèrement, mais à l'heure que l'on veut, cela est merveille, et il me semble que tout le monde s'en loue. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, ce qui va faire que les restaurants vont littéralement exploser à l'époque révolutionnaire et sous le consulat, c'est que tous ceux qui étaient jusque-là employés dans les grandes maisons aristocratiques, qui travaillaient pour les princes, pour les grands seigneurs, pour les gens de la cour, ils se retrouvent sur le pavé, puisque tout le monde est parti en émigration. Alors, il y a certes des maîtres-queux qui ont suivi leur maison de l'autre côté de la Manche, notamment, mais il y en a beaucoup qui, restés à Paris, vont ouvrir des établissements pour le public. C'est le célèbre Louis-Sébastien Mercier, vous savez, le grand écrivain de Paris, qui dans son Nouveau Paris, en 1798, raconte, je le cite: « Les cuisiniers des princes, des conseillers au Parlement, des cardinaux, des chanoines et des fermiers généraux ne sont pas restés longtemps inactifs après l'émigration des imitateurs d'Apicius. Ils se sont faits restaurateurs et ont annoncé qu'ils allaient professer et pratiquer pour tout payant la science de gueule, comme dit Montaigne. » C'est ainsi qu'est né donc ce restaurant qui va se développer encore bien plus à la fin du 19e siècle, sous l'égide d'une nouvelle société, alors cette fois une espèce de société européenne assez cosmopolite qui fréquente les grands établissements et notamment les grands hôtels qui vont se doter de belles tables. Ce restaurant, c'est un peu, d'une certaine manière, le produit d'un bouleversement social, de la chute de l'aristocratie à l'essor d'une nouvelle classe bourgeoise. Les cuisiniers, qui autrefois donc étaient au service des princes, sont devenus des entrepreneurs de la table. Les grands chefs nous convient à leur table, et on peut dire qu'ils ont depuis fait école dans le monde entier. Et moi qui ai la chance de beaucoup voyager, je constate à quel point la gastronomie française demeure, à l'heure où je vous parle, encore notre meilleur ambassadeur. Vous écoutez Radio Classique.